Je suis dans la communication. J'ai fait une thèse dans le cadre de communication et je suis un peu lié avec les théories du média, le cinéma. Et j'ai fait des thèses avec, spécifiquement, j'ai fait des thèses avec cette cinéaste allemand, Helmut Farocki, voilà. Et je suis toujours très sensible à la question philosophique, voilà. Et c'est pour ça que Bernard Stiegler, c'est toujours pour mobiliser toujours moi, pour penser beaucoup de choses. Et j'ai un peu d'accent encore, mais je pense qu'il va être problème maintenant. Je vais lire. Allez. Mon objectif est simple, il devrait apparaître rapidement. Je pense que je veux faire un intermède pour les conférences de mes amis dans l'après-midi. J'étudie dans mon travail de thèse les œuvres esthétiques et politiques de Helmut Farocki. Je voudrais présenter quelques propositions et extraits significatifs de cette œuvre. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que Farocki a toujours recherché à opérer avec plusieurs médias. Mais son travail se perçoit au travers d'un média en particulier, la mnémotechnique cinématographique. Sont-ils privilégiés pour les travaux et son art? Lorsque je parle de Farocki, comme lorsque je parle de Bernard Stiegler, l'importance de ces deux auteurs pour moi devient vite manifeste, notamment du fait que la tradition avec laquelle ils nous les mettons en relation. Ces deux auteurs sont les deux facettes qui m'ont aidé dans mon travail académique à penser la complexité pharmacologique du monde contemporain. Je n'utilise pas le mot opérer d'une manière vague. Ce mot vient du latin opus, qui se réfère justement au travail concret. Opérer, c'est celui qui rend une action, un geste visible, physique. C'est celui qui opère au latin, au pluriel latin, c'est-à-dire qui fait œuvre. Et c'est lui qui effectue l'opération, operationes. C'est-à-dire, littéralement, c'est lui qui met en travers les travaux en action. Alors, je ne pense pas en sens positif d'opérer, que ce n'est pas lié à prolétarisation. Farocki se caractérise avec des films qui effectuaient sérieusement des opérations avec des mnémotechniques. Pas étonné que cet artiste a pratiqué profondément l'esthétique de la distanciation brechtien, Bertolt Brecht. Il a tenté de faire progresser la expérimentation cinématographique avec les montages des idées. C'est ça qui est la tradition, comme on parle. Venait de la tradition de Vertov, Godard, Bresson, Straub, entre autres. Pour résumer cette tradition qui a fait l'objet de nombreux ouvrages, je me souviens d'une déclaration du propre Farocki sur ses maîtres. Soyez Bresson, il dit, soyez Bresson, Godard ou Straub, regardez leurs films et écrit sur eux, c'est comme apprendre à lire. Pour lire une thèse philosophique, vous devez avoir quelqu'un intérieurement. Cette thèse exigeait une façon différente de lire que la formation pour lire un journal ou un roman. C'est la même chose pour ces films. Je l'étudie afin de moi-même, je puisse adhérer à leur manière de penser et de travailler. On dit que dans cette tradition, il devenait un artiste essayiste, un artiste qui se caractérise par le fait de tenter de rendre concret et démasquer à ce qui, à travers des images et des mots, des discours et des actions technologiques, c'est-à-dire par plusieurs rétentions hyponymésiques,
des murs stéréotypés et standardisés et loin d'une importance d'individuation psychique et collective. Dans une déclaration plus énergique et politisée, Farok a dit « Il faut beaucoup se méfier des images comme des mots. Les images et les mots sont ici dans le discours, formés de réseaux de signification. Ma façon est d'aller à la recherche d'un son camouflé, dégager des débris qui masquaient les images. » Je vais donner... Il y a une observation très précise sur la cohérence de l'œuvre de Farocki. Elle a venu de Thomas Elsaesser, c'est en allemand, son critique plus ancien et constant. Si vous demandez de transformer la société civile, si vous demandez comment, en premier lieu, les médias techniques et plus tard les médias électroniques a transformé la société civile, modifié les pratiques et les habitudes du travail et affecté les appareils politiques et de la guerre au cours des 50 dernières années, on ne trouvera mieux chroniqueurs de ces histoires et des observateurs plus astucieux de leur connexion inattendue qui eram Farocki. Le fait d'y être un cinéaste ainsi que d'un penseur et écrivain est à la fois un signe de temps comme une vocation de choix. Un cinéaste, pour produire des images, non seulement ajouter des éléments aux collections mondiales, il commente aussi le monde créé par les images et les fait à travers eux. Pour être cet penseur dans l'époque audiovisuelle, Farocki détenait de manière continue une stratégie de démontage et remontage du thème subi. Je prends un terme que Didier Obermann a donné à une lecture qui a parlé aussi de Farocki. C'est la façon dont elle a réagi à des courts-circuits de désorientation, accélération du monde hyper-industriel. Dans d'autres termes, c'est dans cette façon qu'il a constitué une pharmacologie propre, un souci du soi, c'est-à-dire au sens Foucaultien, pour penser des dispositifs de la ville. C'est un pensée de Marx, c'est penser de Marx, penser les nouvelles biopolitiques et leur négativité de gestes et des habitudes. Démontage et remontage qui a conduit à une prise de position. Il s'agit d'un archéologue politique des médias. Un positionnement du travail que Foucault avait prévu dans son excavation des discours et qui, dans le domaine du cinéma, est devenu poussé à penser les images du monde. L'expression image du monde, Bilden der Welt en anglais, en allemand, pardon, est sans doute très important pour la perception globale de l'œuvre du Farocki. Quand je pense à cette expression, je ne peux pas m'empêcher d'y mettre à côté d'autres presque sur un monde des images, Weltbild, peut-être la traduction que Heidegger a donnée, qu'on peut donner en français à cette expression de Heidegger, Weltbild. Ici et là apparaissait une intuition fondamentale et problématique du monde où l'art, la technologie, la science et la culture restaient sur la hache de la représentation, image, métaphysique de la rationalité moderne, avec ses dimensions intermittentes de création et destruction du monde. Farocki, bien qu'il ait pratiqué toujours l'écriture,
pour garder à penser à ces films et monter, il s'adresse au monde en tant qu'artiste, pas comme un philosophe. Identique à l'élément Joseph Beuys, que Bernard Stiegler analysait dans La misère symbolique, Farocki est un artiste en acte, en ce qu'il se met en place comme une figure exemplaire d'individuation, c'est-à-dire comme celui qui recherche à l'acte noétique et l'individuation pour les soucis de soi et structure sociale. J'ai oublié de donner cette slide. Les artistes tels que Farocki me fait comprendre la déclaration. Les artistes tels que Farocki me fait comprendre la déclaration de Simondon dans sa lettre à Derrida sur la technoesthétique. Je cite: l'art n'est pas seulement un objet de contemplation, mais une certaine forme d'action qui est on peut pratiquer comme un sport pour celui qui l'utilise. Alors, la forme d'action de Farocki est du rétablissement incessant d'opérations qui rendent possible, en fin de compte, le jeu entre anamnésie et hyponamnésie. Il jouait cette jeu de mémoire sérieusement. Dans son archéologie du média, il met en mouvement des signes, des schèmes, photos, logiciels, écrans virtuels, broadcast, mais aussi agences d'emploi, du marketing, game shows, architecture, l'apport de la usine, de la prison, une multitude d'objets, milieux, interfaces, des compositions dans lesquelles il cherche à démontrer et suspendre, même si c'est seulement pour un moment, quelques règles qui composent les images du monde. Cette multitude est exactement ce qui résulte de sa percussion de l'image du monde. Comme cet artiste m'a dit au sujet de son cinéma direct, je cite: « Je ne fabrique pas les histoires, plutôt que je les trouve. On peut trouver les images et les sons sans rendre compte qu'ils existent, comme des objets trouvés. » C'est l'expression française. Imaginez un enfant qui marchait sur la plage et trouvait soudain un caillou qui évoque les lignes du visage humain. Les objets trouvés tentaient de préserver ces sentiments d'enchantement. Cela signifie également que vous ne pouvez pas créer une manière systématique, comme la corporation du cinéma et où la télévision tente de faire. J'arrête de citer Farocki. La perspective de Farocki est en bref d'un cinéaste penseur opérateur des médias. Il se concentre sur la visualité du monde, et non seulement du cinéma, mais d'abord de l'imagination qui anime le monde capitaliste, des technologies militaires urbaines. Permettez-moi de conclure maintenant avec le contexte esthétique politique général de Farocki. Je vais proposer quelques exemples de ces films, ce qui exposera comment j'interprète cette question centrale qui m'est liée avec les œuvres de Bernard Stiegler. Je commence par parler du film Interface, 1995. Interface, je ne sais pas si je les mots en allemand c'est Isnichtel. Isnich, le préfixe, Isnich, c'est lieu de travail, mais aussi les tableaux de montage. C'est un film qui Farocki a fait dans son salle de montage. C'est un film installation singulière. Farocki est invité à parler de son travail en tant que cinéaste. Donc,
nous ne pouvions pas les voir dans d'autres lieux. On a salle de montage, ou comme il dit, on a officine de montage. Dans les textes écrits pour l'occasion, qui Farok a écrit pour l'occasion, il réfléchit sur les côtés positifs de la bureaucratie, qui les thèmes officine du montage évoqués. La rencontre entre les travaux répétitifs et les systèmes techniques impératifs générés en langage, c'est-à-dire en grammatisation. Alors, est dans cet espace, comme il dit, espace fabriqué toujours inhospitalier, d'officine que vous pouvez comprendre comment l'incalculable est dans l'incalculable. L'officine est un endroit propice. On peut ou non faire une réflexion sur la grammatisation qui est là. On peut ou non, dit Farocki, réaliser si la relation entre la langage et la réalité est arbitraire ou mimétique, il dit. Assis alors dans son officine, Farocki parlait. Je ne peux pas écrire un mot sauf si une image est affichée sur l'écran, ou plutôt deux images. Je m'arrête de citer. En vrai, il a toujours dit, quand on n'a pas d'argent, Hollywood, ce qui reste est le montage des idées. Avec Farocki, nous sommes donc on a prise de conscience de la puissance maximale du montage et de l'art cinéma. On peut dire même du cinéma qui pense les compositions, les organologies, les rétentions, qui lutte pour l'activation politique des traumatypes et stéréotypes. Les artistes ont découvert, par exemple, la puissance de ce qu'il a appelé soft montage, préconisé par Godard dans le film numéro 2. C'est un film de 1970. Deux images sur le même écran, ou deux moniteurs en même temps, afin de demander des connexions, des associations, la conjonction est, plutôt que des oppositions, des synthèses. Interface est alors une auto-analyse de ces films, de sa bibliothèque, avec les contextes historiques et politiques, tout en montrant la relation étroite de ces fausseaux sensoriels et intellectuels, découlés des traités avec leurs diapositives, analogiques et numériques. Wenn es darum geht, Film, nicht Video zu bearbeiten, so muss man einen deutlichen Schnitt in den Bild- oder Tonstreifen machen. Anders beim Bearbeiten von Video, wo man nur von einem Band auf das andere kopiert, einen ideellen Schnitt macht und keinen tatsächlichen. Bei der Arbeit am Filmschneidetisch lege ich die Fingerspitzen auf die ablaufende Film- oder Tonrolle, um eine Klebestelle zu fühlen, bevor ich sie sehe oder höre. Das ist eine Geste, die feine Wahrnehmung oder Fingerspitzengefühl bedeutet. Die Hand hat mit dem Gegenstand kaum Berührung gehabt und ihn dennoch aufgefasst. Bei der Arbeit mit Video fasse ich das Band nicht an. Ich drücke lediglich auf Knöpfe. Auch dies eine Tätigkeit der Fingerspitzen. Da haben wir die Geste des Geldzählens, die wahrscheinlich so ausgeführt wird, weil man das Feingefühl der Fingerspitzen braucht, um Geld genau abzuzählen. Mit einem Geldschein wird besonders deutlich, wie wenig das zusammenfällt, das Wesen und die Erscheinung.
collective et de la construction des objets de culte. Ça c'est une lutte qui semble nous sensible aux diverses formes d'expression et de sociabilisation de la mémoire collective. Inscriptions, totems, murs, mémoriaux, mausolées, estampes, sculptures sont présentés comme adoration. Oh, il y a un problème? On t'entend plus. Tu peux parler un petit peu plus près parce que je sais pas, on entend. Qui évoquait l'individuation collective. Les images de mémorial à Washington, édifiées à souvenir des 50 000 Américains tués au Vietnam, nous permet de penser la combinaison des niveaux techniques, psychiques et collectifs qui fait l'expérience de diversité d'un monument. De faire lumière, voilà. La sortie de la usine Lumière à Lyon, Faraki a présenté les ouvriers qui quittaient l'usine. Au moyen de divers films, found footage et films classiques, il a présenté une analyse de la signification des objets, arrêtez plusieurs fois, des objets temporels industriels dans un cadre iconographique du monde bien spécifique. Les ouvriers quittaient la usine de Lyon, Detroit, Eden, dans les films d'Antonioni, Fritz Lang, Griffith, Eisenstein, dans le théâtre, à la télévision, etc., formaient une archéologie de la part de la usine. Faraki veut nous montrer que la hyperbolisation de cette mise en scène a quelque chose de très particulier, révélateur. La part d'usine qui circonscrit les premiers encadrements de cinéma est représentée ce qui, au XXe siècle, est reproduit en permanence, à savoir la séparation entre le monde de la vie et le monde du travail dans les masses, c'est-à-dire la séparation du savoir-faire et savoir-vivre. Voici un grand stéréotype que le film, le cinéma n'est pas manqué de reproduire. Faraki a fait ce film, il a dit une petite chose. Ces films, à eux, ont un effet totalisateur sur moi. Face au montage, je devenais l'impression qu'il n'a plus d'un siècle, le cinéma avait traité avec un seul thème. Un autre petit style. En alignant les prises de vue de sortie d'usine des 100 dernières années, on peut imaginer qu'il s'agit d'une seule et même image reprise depuis 100 ans. Comme si un enfant répétait 100 ans durant le premier mot qu'il a su dire, afin d'en éterniser la primeur.
bien comme à ceux qu'on dit des peintres d'Extrême-Orient qui ne cessent de peindre un tableau jusqu'à la perfection, et alors le peintre peut entrer dans le tableau. C'est lorsqu'on cessa de croire en une telle perfection que le cinéma fut inventé. Un autre film que je tiens à retenir ici est Vidéogramme d'une révolution. En 1989, lorsque s'est produit la chute de la dictature communiste en Roumanie, se trouve aussi un événement médiatique sans précédent qui contradit la célèbre phrase de Gilles Scott Heron. Une révolution est télévisionnée. 1989 est encore un événement pré-Internet. Nous sommes à l'époque top-down. Au début de décembre, la télévision, surtout, et la radio et des journaux d'État déplaçaient l'affûtage des images du monde. Dans ces pays, en Europe, les principaux journaux vendaient un faux massacre par la police romanie dans la ville de Timișoara. En moins de 2 semaines, il y a un renversement de la situation macro et politique en Roumanie. Le dictateur Ceausescu a été déposé et lui et sa femme sont exécutés. Tout cela est télévisionné et regardé par millions de Roumains. En 1992, Farhaki et André Ujica vont trouver les images de cet événement. Ils séparaient 3 types d'images. Celle de la télévision d'État, celle des caméras amateurs, celle de la télévision post-révolution. À partir de ces 3 régimes des images, il réalisait un film pour exposer et de réfléchir ces événements politiques sur comment était la révolution. Il y a une chose très curieuse dans ce moment. Dans Roumanie, la police fichait les machines à écrire détenues par la population, mais ne contrôlait pas les caméras des amateurs. Le jour de la résurrection, ces caméras, normalement utilisées pour des fêtes et des vacances, enregistraient des images cachées pour les émissions officielles. Le film mettait en contraste ces 2 régimes d'images, c'est-à-dire les images amateurs et spectateurs de l'histoire, et les régimes officiels, acteurs de l'histoire. Au moment du montage, il créait un authentique document sur la manière de synchroniser les consciences à l'époque du broadcast. La télévision deviait un art capital à la fois pour les status quo que pour les révoltés. Car la télévision, c'est à la machine à produire de la calendarité et de la cardinalité. À savoir des synchronicités sociales. L'industrie des programmes produit un formatage historico-géographique des populations. Alors,
En Roumanie, la télévision était au centre de la mise en scène des continuités et ruptures de l'histoire. On this day, the cameras are gathered in the room at the Weekly Newsreel studio. They are pointed at the television set, anticipating an important announcement. For the same reason, the streets are deserted. Everybody is watching and hoping for images from a single camera which still has access to what is happening. Camera and event. Since its invention, film has seemed destined to make history visible. It has been able to portray the past and to stage the present. We have seen Napoleon on horseback and Lenin on the train. Film was possible because there was history. Almost imperceptibly, like moving forward on a Moebius strip, the side was flipped. We look on and have to think, if film is possible, then history, too, is possible. Dans Contre-chanté du 2004, Faraki prolongeait ses réflexions sur la question de l'industrialisation de la mémoire et synchronisation des consciences au moment de la création du réseau télématique. Il filme différents systèmes techniques dans la ville urbaine de Lille, en France. Les documentaires exposaient les effets du double redoublement épocal, qu'il thématise comme une croissante dramatisation dans la ville. Chose que Vertov et Huttman ont montré à Odesse et Berlin. Votre petit extrait. On dépose. Comment? Je voudrais montrer seulement plus de petits extraits du film de Faraki. Il demande à réfléchir sur la catégorisation des objets et des gestes. Comme Bernard Stiegler a dit,
la catégorisation est ce qui organise une transindividuation et qui établit la convergence de rétention secondaire psychique. Catégorisation, c'est situer une critériologie au monde. Elle avait un fond magique dans la société chamanique, poétique dans la société grecque tragique, et ontologique, mathématicien et politique dans la cité grecque et le monde occidental moderne. Faraki a étudié les formes de catégorisation dans le monde moderne, sous réflexion récurrente. Cependant, la première fois qu'il se retira pour complète dans ce thème, c'était dans un film appelé « Comment vivre dans l'Allemagne fédérale » 1990. En cela, il a montré les espaces de production pédagogique, biopolitique et culturelle de la vie allemande. Traverser la rue, faire une thérapie, enseigner les calculs pour les enfants, donner les leçons d'obstétrique, se comporter à la table. En 1997, toutefois, Faraki va grandir les études sur ces sujets dans 2 nouvelles archéologies, l'expression des morts et nature mort. La première cherche à penser la catégorisation du geste dans les films. La seconde a réfléchi sur la catégorisation des objets, ou plutôt la catégorisation des fétiches modernes de la marchandise. Il fait un film pour penser comment le concept du fétiche a donné, a grandi dans le monde moderne, à travers de la nature morte à la peinture flamande du XVIIIe siècle. L'expression des mots creuse la signification du geste de la main dans le cinéma mu, une forme de mise en scène qui aujourd'hui peine à comprendre davantage, d'après Faraki. À cette époque, les théoriciens du cinéma ont tenté activement de systématiser quelque chose qui ne pourrait jamais être complet. Un catalogue de la motricité des mots pour normaliser la grammatisation. Nature mort, accentue, nous met à penser à la différence entre la structure des images et la structure des mots, qui manque toujours la première structure est une syntaxe, sa propre grammaire. Pour Faraki, la déification des objets, la catégorisation des choses comme objets fétiches, qui a commencé au XVIIIe siècle, permet de comprendre la direction de la structure des images prisées dans le capitalisme. En quasi-organisme, les objets deviennent latents, la définition de Simondon, Gémeris, des objets d'image. Je cite le Simondon qui dit « Les objets d'image sont presque des organismes, ou tout au moins des gemmes capables de revivre et de développer dans le sujet. Même en dehors du sujet, à travers des échanges et des activités des groupes. Ils se multipliaient, se propagent et se reproduisaient à l'état néoténique. C'est dans les cours les cours de Simondon que Bernard a parlé aujourd'hui. Ce n'est pas un livre, c'est un cours imagination et invention. Ok. Je vais donner les 2 derniers petits extraits. Diese Frau, die später im Pyjama den Schmuck stehlen wird, hier drückt sie mit dem Gesicht und dem Körper etwas aus.
was wohl Ärger darstellen soll und auch böse Absicht. Wir sind es heute gewohnt, eine Filmszene in Bildausschnitten zu sehen zu bekommen. Die Bildausschnitte führen unseren Blick. Ohne diese Blickführung und ohne das gesprochene Wort fällt es uns schwer, überhaupt zu verstehen, was bespielt wird. Die Mimik und Gestik der Darsteller im Stummfilm kommt uns vor wie eine fremde Sprache, die wir nicht gelernt haben. Das ist ein Buch über den Bau der verschiedenen Gebärdensprachen für Gehörlose. Man kann sich fragen, ob das Kino auch eine verbindliche Gebärdensprache entwickelt hätte, wenn die Stummfilmzeit länger gedauert hätte. Voilà. Je ne sais pas où est les petits extraits. Ah oui, c'est ça. Gegenstände in Beziehung zu anderen Gegenständen. Gegenstände in Zusammenstellung, in einer Komposition. Die Idee scheint auf, die Dinge könnten ein System für sich bilden. Ihre Beziehungen untereinander könnten Regeln folgen, ähnlich denen einer Sprache. Auch die Sprache ist vom Menschen gemacht und muss doch so mühsam erforscht werden wie eine Gegebenheit der Natur. Aber um mit Dingen etwas auszudrücken, dafür finden sich keine Satzbauregeln. Auch kann man den Gegenständen keine Eigenschaftsworte voran- oder nachstellen. Anders als den Wörtern sind den Gegenständen die Eigenschaften eingeschrieben, nicht zugeschrieben. Bei den Wörtern wissen wir nicht, wie ihnen der Gebrauch anhaftet, der zuvor von ihnen gemacht wurde. Haftet er ihnen an wie ein Geruch? Hat er sie durchtränkt wie ein Konservierungsstoff? Oder strahlt er um sie wie ein Magnetfeld? Die Gegenstände schließen ihre Eigenschaften in sich ein, verkörpern sie. Die Weintraube das Bereifte, die Metallkanne das Speckige, der Käse das Mürbe. Da ist ein Kontinuum von Stoff und Idee. Die Abbildungskunst rückt in die Nähe der Alchemie. Die Alchemie suchte nach den irreduziblen Qualitäten einer Sache. Nach einer alchemistischen Auffassung ist Gold eine Kombination von Gelbheit, spezifischem Gewicht, Biegsamkeit, Formbarkeit und so fort. Könnte man einem Element all diese Eigenschaften induzieren, hätte man Gold. Im 17. Jahrhundert, in der Hochzeit der Stilllebenmalerei, kam die neuzeitliche Naturwissenschaft auf. Ihre Erkenntnisse wurden zur Grundlage der ungeheuren Vermehrung der Gegenstände. Für jedes Bedürfnis, für jede Not soll es einen Gegenstand geben, der Abhilfe schafft, so wie jeder Tag seinen Schutzheiligen hat. Die neue Naturwissenschaft, sie gab den Versuch auf, Gold herzustellen. Die Abbildungskunst nicht. Sie sucht nach einer Wahrheit in der Erscheinung. Alors, dernière réflexion. On n'est pas beaucoup de temps, mais
une présentation de la technoesthétique du Farocki pourrait avoir commencé dans les ans 1980, quand il a atteint ses 2 premiers films d'essai archéologiques, tels qu'on les voit, et l'image du monde et inscription de guerre. Malheureusement, on l'a exclu, mais on peut rappeler que l'artiste a commencé dans ce moment une recherche générale pour un paléoarchéologique du numérique et du voie de la lumière. Le film permettait de penser les métiers à tisser mécanique, la machine Jacquard, la naissance des images liées au calcul, ainsi que d'essayer de discuter de la façon dont les mots Aufklärung, qui signifie à la fois éclaircissement, lumière, mais aussi reconnaissance au sens militaire, étaient si intimement important pour la construction des machines de vision. L'histoire de la photogrammétrie, aérophotogramme, les images tridimensionnelles, les simulateurs de computer vision, robots. Farocki a souligné les bouts toujours ambigus, comme Pharmacon, de ces constructions, à la fois à créer comme à détruire le monde. L'histoire de l'utilisation des machines de vision à Auschwitz est au cœur de son film de 1989. Pour moi, Farocki est enfin un artiste en acte qui se présente comme opérateur de transindividuation. C'est un type de penseur dans l'époque audiovisuelle qui, dans son côté, apprenait un souci de soi, en pharmacologie. Lorsqu'il travaille avec les images du monde, il se risque à revivre l'attention des atlas du Warburg. Ainsi, il s'élève comme un exemple pour retrouver les 102 inventions données par Simondon, comme rupture du contrat, comme changement d'organisation du système des images adultes Simondon, pour créer de nouvelles façons de vivre le monde. Merci.